Yolatsiag est une montagne située dans la partie nord-ouest des monts Oural, en Russie. Son nom, traduit de la langue manse, signifie « montagne des ». Cela fait référence à une ancienne légende qui affirme que 9 chasseurs mansis se sont perdus dans les forêts proches de la montagne et ont été retrouvés morts quelques jours plus tard. Son aura sombre s'est intensifiée bien plus tard, lorsque l'endroit est devenu le dernier point de campement des membres de l'expédition Dyatlov, avant de disparaître et de créer l'une des énigmes modernes les plus fascinantes. Mais ne précipitons rien. Il y a des événements dont les caractéristiques finissent par en faire des mystères éternels. Parfois, c'est parce qu'ils se sont produits à un moment particulier, parce que ils se sont justement produits au mauvais endroit, ou parce que des personnes qui semblaient cacher quelque chose y étaient impliquées. Cette affaire réunit toutes ces conditions et bien d'autres encore. Avec le temps, en fait, les questions et les hypothèses, au lieu de diminuer, se sont amplifiées. On a blâmé les intempéries, des créatures mythologiques, d'autres personnes, les infrasons, le KGB, des champignons hallucinogènes, des facteurs criminogènes, une intoxication, une violente dispute interne, etc. Extraterrestres. Il y a des preuves qui pourraient étayer chacune de ces hypothèses. Une seule chose est certaine. En 1959, un événement très inhabituel a eu lieu en Russie. En fait, pendant de nombreuses décennies. Le verdict officiel concluait que les victimes étaient mortes de blessures infligées par une force inconnue et irrésistible. Que s'est-il vraiment passé ce mois de février lointain et brumeux? À quoi les documents des enquêteurs faisaient-ils référence en évoquant une force inconnue et irrésistible? Qu'a déclaré le gouvernement russe lorsqu'il a rouvert l'affaire en 2019? Le saviez-vous? À la demande de sa famille, le corps d'un des randonneurs décédés a été exhumé. Quelles contradictions ont rencontré ceux qui faisaient partie de l'équipe de secours? Qu'est-ce qu'un groupe de témoins, qui se trouvait à quelques kilomètres de l'endroit où tout s'est passé, a vu de suspect? Tout cela à la même époque? A-t-on réellement retrouvé plus de corps que ce que nous pensons? C'est sans doute un cas qui ne laisse personne indifférent. C'est pourquoi, si tu es prêt à donner ton propre verdict sur ce qui s'est passé, je t'invite à nous accompagner dans ce spécial sur l'incident de Dyatlov. Avant de poursuivre, je précise qu'un rapport existe déjà sur cette chaîne. Cet ouvrage ayant déjà quelques années, nous avons décidé de le mettre à jour avec des informations et détails supplémentaires. Si ces émissions spéciales, où nous analysons des affaires classiques, vous intéressent, dites-le en commentant « spécial ». Et maintenant, couvrez-vous bien, car pour connaître les détails de cette énigme, nous allons devoir voyager dans un endroit où les températures sont en dessous de 0. Commençons. Les morts du col Dyatlov n'étaient pas de simples randonneurs. Ce n'étaient pas des touristes distraits, ni des amateurs qui ont sous-estimé la nature. C'étaient de jeunes techniciens et étudiants brillants, enfants de la nouvelle Union soviétique. Des hommes et des femmes forgés par la discipline, la rigueur et la passion de conquérir l'extrême. Tout a débuté fin janvier 1959. 10 étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural sont partis vers le nord pour une traversée très exigeante. Quoi? Ils voulaient défier la nature, braver le climat et prouver leur valeur avec une distinction de niveau 3, la plus haute catégorie sportive offerte par leur État. L'optimisme était le plus grand atout de ces garçons et filles, mais ni leur optimisme ni leur courage n'ont pu lutter contre l'inévitable. Une mort brutale les attendait calmement, là où l'optimisme s'y attendait le moins. Faisons d'abord connaissance avec le chef du groupe, dont le nom de famille est parvenu jusqu'à nous en raison du triste destin de son expédition. Avec vous, Igor Dyatlov, né le 13 janvier 1936 en Union soviétique, Igor Dyatlov était bien plus qu'un étudiant assidu ou un passionné d'alpinisme. Il étudiait à la faculté d'ingénierie radio de l'Université Polytechnique de l'Oural, Université Polytechnique de l'Oural. Il avait un esprit brillant et curieux. Dès sa 2e année, il avait conçu et assemblé une radio utilisée lors des excursions de 1956 dans les montagnes Sayan. Qu'un garçon l'ait fabriqué de ses propres mains était tout simplement étonnant, et ce n'était pas sa seule création. Il a également conçu un petit poêle portable, un appareil qui est devenu un élément essentiel lors de ses voyages ultérieurs. Même lors de sa dernière expédition, en 1959, Dyatlov a emporté ce même poêle avec lui.
Mais son lien avec la montagne ne s'était pas formé à l'université. Il n'était alors qu'un adolescent à peine sorti de la 7e année. Il partait déjà en excursion avec son frère Vyacheslav, aussi étudiant à l'université polytechnique de l'Oural lors de randonnées avec des alpinistes plus expérimentés. Dès ses premiers pas à l'université polytechnique de l'Oural, Igor s'est consacré avec enthousiasme à la vie d'aventure. Il était méticuleux, physiquement résistant et avait un caractère équilibré et serein. Son attitude était chaleureuse, respectueuse et il était toujours prêt à collaborer. Il ne montrait aucune arrogance, mais faisait preuve d'une fermeté de fer. Il se distinguait par sa capacité à affronter n'importe quelle tâche avec efficacité, bon sens et souvent une créativité peu commune. Comme si cela ne suffisait pas, il avait aussi un bon œil derrière l'appareil photo. C'était un photographe appliqué, soigné et sensible. Beaucoup se souvenaient d'une anecdote qui reflétait son caractère. Lors d'une promenade, l'un des participants n'a pas pu résister à une envie. Tenté par une boîte de lait concentré qu'il gardait dans son sac à dos, il l'a mangé en cachette du groupe. Ensuite, le remords l'a poussé à le raconter à Igor. Il n'y eut aucun reproche, Igor garda le silence, sans aucune trace de colère ou de honte. Il lui a alors demandé de mettre le prix du lait concentré dans la caisse commune à leur retour. Une autre personne aurait prononcé un discours plein d'indignation ou aurait imposé des punitions sévères, mais Igor n'était pas comme ça. Ce geste de maturité et de sang-froid est resté à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont accompagné. Le jeune homme répétait souvent que les montagnes semblaient l'appeler et qu'elles étaient sa place dans le monde, sa vocation. Pour paraphraser Jean Muir, on peut dire qu'Igor Dyatlov n'avait pas le choix quand la montagne appelait, il devait partir avec détermination. Il était courageux, sûr de lui et expérimenté, mais par-dessus tout, c'était un leader. Et être un leader n'est pas une qualité que l'on apprend. On peut enseigner l'alpinisme, mais pas forcer les gens à te suivre ou à te confier leur vie. Cela se ressent simplement. Et avec Igor, tout le monde le ressentait. C'est pour tout cela qu'on disait qu'il avait un avenir brillant devant lui, qu'il était destiné à de grandes choses. Personne, absolument personne, n'aurait imaginé que son histoire se terminerait à 23 ans face à ce qui serait son plus grand défi. Le jeune homme avait réuni un groupe des plus compétents, un groupe qui, bien sûr, était incapable d'imaginer sa terrible fin. Yuri Dorochenko, vingt-et-un et de forte carrure, étudiait l'ingénierie radio comme plusieurs camarades. Sa réputation le précédait, on disait qu'il avait survécu à une bagarre avec un ours. Littéralement courageux, Dorochenko, d'une grande impulsivité, possédait un courage imprévisible et incontrôlable. Il faisait partie de ceux qui ne reculent jamais, même face à l'adversité. D'un esprit intense, son caractère contrastait avec la froideur de l'Oural. Son lien avec une autre des excursionnistes, Sina, était l'une de ces histoires silencieuses qui se tissent dans l'ombre des campements, où les regards en disent plus que les mots. Sinaïda, appelée aussi le Gorova ou Sina, avait 22 ans et étudiait aussi l'ingénierie radio. Elle était forte, déterminée, toujours souriante. Ses collègues l'appréciaient pour son caractère ferme et aimable, ainsi que sa force dans l'adversité. Avec Dorochenko, elle partageait un lien spécial. On ne sait jamais s'il s'agissait d'affection, d'amour retenu ou de complicité née à la montagne. La nature exacte de leur relation est restée du domaine des suppositions. Mais personne ne doutait que Sina et Dorochenko se comprenaient au-delà de l'évidence. Lyudmila Dubinina, 20 ans, était l'une des plus jeunes du groupe et étudiait l'économie industrielle de la construction. Sa présence était discrète mais forte. Elle avait un sang-froid rare pour son âge. Lors d'une expédition précédente, elle a été blessée accidentellement à la jambe, mais a poursuivi le voyage. Elle ne se plaignait pas et ne cherchait pas la compassion. Elle était dure, intelligente et critique envers le système soviétique, ce qui était alors rare et dangereux. Ses notes dans le journal intime qu'elle a emporté lors de son dernier voyage soulèvent des questions qui n'ont toujours pas de réponse. Que pensait-il avant la tragédie? Était-ce de l'inquiétude ou un sombre pressentiment? Certaines coïncidences dans ses écrits continuent de donner des frissons à ceux qui les lisent. C'est comme si elle pressentait un malheur. Roustem Slobodin, 23 ans diplômé en ingénierie mécanique, avait une condition physique exceptionnelle et figurait parmi les membres les mieux entraînés du groupe. Il était vif, ironique et observateur. Son journal de voyage se lit comme celui d'un homme qui comprenait l'absurdité, qui écrivait avec un mélange de lucidité et d'humour sec. Yuri Krivozhnichenko, également âgé de 23 ans, étudiait le génie civil et hydraulique. Il était l'âme ludique du groupe, joyeux, souriant et toujours une blague au bout de la langue.
Il emportait toujours une mandoline avec lui et il n'était pas rare de l'entendre en jouer sous la neige, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Certains témoins se souviennent de lui en train de faire des blagues, même au milieu des tempêtes. Nicolas Thibault Brignol, 23 ans diplômé en ingénierie de la construction civile, se distinguait par son nom de famille. Arrière-petit-fils d'un ingénieur français installé dans l'Oural en 1880. Son héritage se reflétait dans son sang et son allure. Sérieux, appliqué, silencieux, mais toujours attentif, il représentait ce mélange de rigueur technique et de discipline qui définissait les futurs professionnels soviétiques. Alexandre Kolevatov avait 24 ans et étudiait la physique nucléaire. Il y avait quelque chose dans sa présence qui le distinguait légèrement des autres. Il était réservé, élégant, voire raffiné. Certains disaient qu'il semblait mal intégré, mais il était efficace et précis. On pouvait aussi lui faire confiance, il faisait ce qu'il devait faire sans chercher à se démarquer. Il était l'engrenage silencieux du groupe. Semyon Solotaryov était le vétéran et une figure qui allait plus tard susciter plus d'une polémique. Il avait environ 37 ou 38 ans, l'âge restant incertain, et étudiait l'ingénierie militaire. Il était guide et instructeur de randonnée, expérimenté en situations extrêmes. Il avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et portait dans ses yeux quelque chose qu'aucun des autres n'avait, une mémoire dure, marquée par la mort et la survie. Sa présence apportait de la sécurité, mais elle créait aussi de la distance. Certains lui faisaient confiance, d'autres le regardèrent avec méfiance, mais personne ne doutait de ses capacités. Enfin, Yuri Yudin, 21 ans, n'a pu poursuivre le voyage pour raison de santé. Il a été le seul à ne pas aller jusqu'au bout, le seul à être revenu. Il était prévu qu'un autre étudiant, appelé Nikolai Popov, fasse partie de l'équipe. Mais à la dernière minute, il a été retiré des plans et le groupe a finalement été constitué. Les 10 randonneurs visaient clairement le mont Otorten, situé à 10 km de Jolatsiag. La traversée avait été qualifiée de la plus difficile de son genre, mais ce n'était pas la première fois qu'il tentait l'expérience. Il tenait registre, plans et cartes détaillées pour documenter le voyage, prendre des photos et écrire un journal commun. Et surtout, obtenir la distinction que seuls quelques-uns décrochaient. C'était une expédition mais aussi un dépassement de soi. Ces jeunes se voyaient comme les fils d'une patrie puissante et voulaient prouver qu'ils pouvaient dompter la nature la plus sauvage. Et, à un certain moment sur le chemin, la montagne et d'autres forces ont décidé de leur répondre. Le 23 janvier 1959, le groupe est parti d'Esverdlovsk, l'actuel Yekaterinbourg, en direction du nord de l'Oural. C'était l'hiver, un hiver soviétique comme peu d'autres, avec des cieux plombés, des chemins durcis par la glace et une humidité qui pénétrait jusqu'aux os. Le train avançait lentement entre petites gares et villages endormis, transportant sacs à dos, provisions, appareils photo, pellicules vierges, carnets, cartes, radios et la fameuse mandoline, qui, plus d'une fois, allégerait l'atmosphère tendue des marches. Les randonneurs étaient jeunes, mais pas naïfs. Ils savaient à quoi ils allaient être confrontés, et malgré cela, ils attendaient cela avec une certaine joie. Dès le début, ils ont documenté chaque étape avec rigueur, comme en témoignent les photos restantes. Des rires près d'une rivière gelée, des regards perdus dans des forêts sans fin, et des feux de camp improvisés lors de la tempête de neige. Un journal de voyage est devenu le lien entre eux, avec des phrases mêlant ironie, enthousiasme et une certaine solennité face à l'exploit qu'ils entreprenaient. Sur le papier, ils semblaient invincibles et sur les images, indestructibles. Le groupe est arrivé en train à Iptel, une ville située au centre de la province septentrionale d'Oblats, à Esberlobs, le 25 janvier. Ensuite, un camion s'est proposé de les emmener jusqu'à Bichae, la dernière localité habitée à l'extrême nord. Là, ils ont salué quelques bûcherons, acheté des provisions et envoyé des cartes postales. Le 27 janvier, ils ont commencé la traversée. Réel, ils ont laissé derrière eux toute trace humaine et se sont aventurés en pleine nature. En suivant la rivière Lozba jusqu'à sa bifurcation, là où la forêt devenait plus dense et la neige plus traîtresse. C'est alors que le destin a montré son premier avertissement. Comme déjà mentionné, Yuri Yudin, seul membre du groupe souffrant de problèmes de santé, a ressenti une vive douleur au dos et à la jambe gauche. Le rhumatisme, combiné au poids du sac à dos et au froid extrême, est devenu insupportable. À contre-cœur et probablement avec honte, il a décidé de rentrer. Il a fait ses adieux un par un à Abraham, des poignées de main ferme, des promesses de retrouvailles et un regard qui ne savait pas encore que ce serait le dernier.
Les photographies prises ce jour-là le montrent en train de sourire, mais avec une étrange ombre dans les yeux. Il a été le seul à ne pas terminer le voyage. La mort lui avait accordé une trêve. Il ne le savait pas encore, mais plus tard il porterait la douleur du survivant. Plus tard, avant de décéder, le 27 avril 2013, Yuri Yudin déclarerait, et je cite, « Si j'avais l'occasion de poser une seule question à Dieu, ce serait « Que s'est-il réellement passé avec mes amis la nuit où tout s'est terminé pour eux ?» La suite ne se reconstitue qu'à partir de ce qui reste. Les rouleaux retrouvés dans la neige, les notes du journal collectif et quelques traces éparses sur la pente. Le 31 janvier, les randonneurs ont installé un campement dans la vallée de la rivière Auspila. Le lendemain, ils ont commencé l'ascension du col qui les mènerait au mont Otorten. Mais le temps a changé. Là, le brouillard est descendu comme un rideau qui les empêchait de reconnaître le paysage devant eux. Et le vent s'est levé, créant des décors changeants qui les ont vite désorientés et les ont fait tomber dans un piège sournois. Au milieu de la confusion, le groupe a pris une mauvaise direction. Au lieu de contourner la montagne comme prévu, ils ont commencé à gravir la pente du Jola Dziag, la montagne des morts. À la tombée de la nuit du 1er février, ils ont décidé de s'arrêter. Ils avaient un peu progressé et les conditions se détérioraient. Ils ont installé la tente sur une pente exposée, sans forêt alentour. Certains pensent qu'ils l'ont fait pour ne pas perdre l'altitude acquise. D'autres estiment qu'ils voulaient se prouver qu'ils pouvaient tenir même au point le plus inhospitalier du parcours. Une troisième version dit que le groupe a simplement fait ce qu'il a pu. Presque tout le monde s'accorde à dire que c'était peut-être une décision précipitée. Bien sûr, ils espéraient dès que la nuit passerait et qu'ils pourraient poursuivre leur route le lendemain. Ils traversaient une difficulté parmi tant d'autres qu'ils auraient pu prévoir. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, si nous le savions, ce reportage n'existerait pas. Notre histoire revient ainsi au début. Les jours ont passé. À Esberlobs, où le voyage avait débuté, les familles s'inquiétèrent. Le groupe devait envoyer un télégramme confirmant leur retour le 12 février, mais il n'est jamais arrivé. Au début, les autorités ont répondu avec un calme bureaucratique. Ils disaient que les expéditions étaient parfois retardées. Inutile de s'alarmer. Y avait-il une logique? Après tout, les tempêtes, routes coupées et pannes de communication pouvaient retarder tout randonneur, même les jeunes. Le temps a suivi son cours et, avec lui, l'anxiété s'est transformée en peur. Les familles ont elles-mêmes exigé l'ouverture d'une enquête officielle. Les parents, les frères et sœurs et les camarades d'université ont élevé la voix. Le 20 février, les équipes de secours ont finalement été organisées. Étudiants, volontaires, militaires, chiens, pisteurs et pilotes d'hélicoptères de reconnaissance composèrent le dispositif. Pendant presque une semaine, ils n'ont rien trouvé. Même certains sous-groupes ont eu leurs propres difficultés à retrouver les chemins établis. Jusqu'au 26 février, lorsqu'un groupe de recherche aperçut depuis le sommet d'une colline enneigée quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une tente partiellement enfouie sur la pente du Oladziag, celle du groupe Dyatlov. En s'approchant, les secouristes ont été confrontés à une scène illogique. La tente était déchirée, pas de l'extérieur, comme si la neige ou le vent l'avaient arrachée, mais de l'intérieur. Les entailles dans la toile révélaient une urgence brutale. Dans la tente restaient quelques sacs à dos, manteaux et bottes. Tout ce qu'on ne laisserait jamais derrière soi si l'on décidait de sortir volontairement au milieu d'une nuit polaire. Les secouristes verraient aussi d'autres choses, mais nous reviendrons sur ces détails plus tard. Pour l'instant, il est important de savoir qu'à quelques mètres de là, en direction de la forêt, ils ont trouvé les premières traces. C'étaient des empreintes humaines, pieds nus ou en chaussettes, imprimées doucement sur la neige gelée. En suivant cette piste, les sauveteurs sont descendus jusqu'à la lisière de la forêt, environ 1500 mètres plus bas. Sous un grand cèdre noirci par des restes de feu, gisaient les deux premiers corps, Yuri Krivoshnitchenko et Yuri Dorotchenko. Ils étaient sans chaussures, en sous-vêtements, les orteils noircis par le froid, le visage enflé, le corps couvert d'égratignures. Comme s'ils avaient désespérément essayé de grimper aux branches avant de s'effondrer.
Entre le campement et la forêt, on a retrouvé les corps de Dyatlov, Kolmogorova et Slobodin. L'un à environ 300 mètres de la tente, un autre à 480 mètres et un autre à 630 mètres. Tous dans des positions suggérant une tentative de retour. Contrairement aux deux premiers, les membres décédés de ce groupe étaient mieux habillés, mais tout aussi pieds nus. Ou est-ce ce qu'on est censé croire? Il faut préciser que malgré de nombreuses vidéos et rapports, des contradictions fondamentales persistent depuis des décennies. Et même les rapports considérés comme officiels ont été réécrits, selon la personne qui se proposait comme témoin. À cela, il faut ajouter que, selon certains, il y avait des raisons de soupçonner des personnes qui manipulaient les informations. Tout cela allait évidemment devenir une bombe médiatique, d'autant plus lorsque les autres corps seraient retrouvés. En fait, ce qui s'est passé avec les autres corps, c'est ce qui allait déclencher les spéculations les plus sordides. La recherche des 4 autres membres de l'expédition a duré plus de 2 mois. Ils ont finalement été retrouvés le 4 mai sous 4 mètres de neige dans le ruisseau d'un ravin. À l'intérieur de la forêt et près d'un abri de fortune, à environ 75 mètres de l'arbre où les 2 premiers randonneurs ont été retrouvés, Lyudmila Dubinina a été retrouvée à genoux, appuyée la poitrine contre la roche. L'eau coulait sur son visage. Ses orbites étaient vides et elle n'avait plus de langue. Semyon Solotaryov a été retrouvé dans le ravin, lui aussi avec les orbites vides. Les corps d'Alexandre Kolebatov et de Nikolai Tivox-Briknol ont été retrouvés ensemble. Les 4 étaient mieux habillés que le reste de leurs compagnons, portant même les chaussures de certains d'entre eux. Ce détail n'est pas anodin. Beaucoup pensent qu'il est en fait essentiel. Si ces 4 derniers randonneurs portèrent les vêtements des autres, cela signifie qu'ils les avaient déjà trouvés morts et qu'ils ne voulaient pas finir comme eux. Est-ce que cela a du sens? Le plus intéressant dans cette histoire, c'est que tout en a. Les médecins légistes ont vite compris que le cas du groupe Dyatlov n'était pas ordinaire. La glace avait conservé les cadavres, dans un état presque intact. Mais ce qu'ils ont découvert sous cette apparence extérieure dépassait toutes les attentes. Même pour des médecins habitués à voir les horreurs du froid extrême. Outre plusieurs abrasions au visage et aux bras, l'analyse médico-légale a révélé une fissure de 6 cm sur le crâne de Rustem Slobodin et une contusion sur le côté de Sinaïda Komogorova, causée par des objets contondants. De plus, la jeune fille présentait des fractures aux côtes, tout comme son compagnon Semyon Solotaryov. Les 2 autres présentèrent des traumatismes crâniens, celui de Nikolai Tivox-Briknol étant particulièrement grave. Les conclusions médico-légales évoquent une mort par polytraumatisme d'origine indéterminée. Et pas n'importe quel type de traumatisme, mais un traumatisme d'une intensité équivalente à celle d'une collision automobile. S'y ajoutaient d'autres détails, mineurs mais tout aussi inquiétants. Certains des cadavres avaient la peau de couleur orange, d'autres présentaient une légère teinte violette. Les témoins de l'examen ont affirmé que les cheveux de Dubinina semblaient être devenus gris. La décomposition était inégale. Certains étaient en décomposition normale pour le climat, d'autres semblaient être conservés de façon anormale. Et puis, bien sûr, il y avait la radiation. Les vêtements de Dubinina et Solotaryov présentaient une forte radiation bêta, selon les tests. Il s'agit de niveaux non létaux, mais tout de même anormaux. Le rapport n'a offert aucune explication concluante. Avait-il été en contact avec du matériel contaminé? Transportait-il une substance radioactive? Y a-t-il eu une exposition externe? Pourquoi seuls certains portaient-ils des vêtements contaminés? Rien de tout cela n'avait de sens. Même si la science ne pouvait pas expliquer ce qu'ils voyaient, il fallait clore le dossier. L'affaire avait gagné en importance médiatique à cause des manifestations persistantes de certains proches des victimes. Il y a des témoignages qui disent qu'à ce moment-là, des hommes en civil, mais manifestement liés à des groupes de sécurité, auraient tenté de faire taire ceux qui réclamaient de connaître la vérité. Tout un mécanisme de dissimulation commençait à se mettre en place, ce qui rendrait tout beaucoup plus confus et mystérieux. La mort de tant de jeunes prometteurs est toujours une source de chagrin pour une communauté. De même, l'incapacité à expliquer la mort de ces jeunes peut révéler un manque d'efficacité du pouvoir en place. Et personne ne voulait que cela arrive. L'Union soviétique de 1959 était une machine bien huilée de contrôle et de silence. Un pays immense, les yeux tournés vers l'espace et les pieds enfouis dans la glace de sa propre histoire.
Rien ne devait ternir son image et aucune fissure ne pouvait être tolérée dans la façade d'acier que le parti projetait vers le monde. C'est pourquoi la cause officielle de la mort de 4 des randonneurs fut des blessures physiques causées par une force inconnue et irrésistible. Pour les 5 autres, l'hypothermie causée par l'exposition à des conditions extrêmes. Aucun coupable, aucun crime, aucun procès. Dans les mois qui ont suivi, l'affaire a été classée. Le col a été fermé au public pendant plusieurs années. Les familles ont reçu des lettres impersonnelles et il n'y a eu ni hommage ni cérémonie. Il était clair que le gouvernement soviétique ne voulait pas plus de questions, tout comme il était clair que les réponses ne se bousculaient pas. Mais le mystère était déjà semé et la montagne, depuis lors, est devenue un rappel. Un endroit où la logique se dissout, où la science recule et où l'inconnu ouvre ses mâchoires. En 1967, alors que le manteau du silence d'État pesait encore sur l'Union soviétique, l'écrivain et journaliste Yuri Yarovoy, originaire de S-Bird Loves, a publié un roman énigmatique de la plus haute catégorie de difficulté. Ce que peu de gens savaient, du moins à cette époque, c'est que cette œuvre de fiction était directement inspirée d'un incident réel. Un incident auquel il avait lui-même participé, non seulement entendu parler. Yarovoy avait participé activement à la recherche du groupe Dyatlov. Il n'a pas été un simple observateur. Il a collaboré à l'enquête et, lors des premières étapes de l'expédition de sauvetage, il a même agi en tant que photographe officiel. Il connaissait les détails de première main parce qu'il avait été là. Cependant, le roman n'a pas pu raconter tout ce qu'il savait. Yarovoy a été obligé de respecter la version officielle, veillant à ne rien révéler au-delà des faits autorisés. Le résultat fut un récit teinté de romantisme, avec une fin bien plus clémente que la réalité. Dans son histoire, seul le chef du groupe perdait la vie. Une fiction idéalisée pour une vérité que le régime préférait garder enfouie. Durant toute une saison, on a volontairement cherché à semer la confusion pour faire croire aux citoyens que les événements s'étaient déroulés comme dans ce livre. Certains des collègues de Yarovoy ont affirmé qu'il existait des versions alternatives du manuscrit, plus brutes, plus fidèles à ce qui avait réellement été découvert dans la montagne. Mais ces versions ne sont jamais arrivées, elles ont été réécrites, censurées ou détruites. La mort de l'auteur dans les années 80 a fait perdre la possibilité de récupérer ses archives, photos, journaux et brouillons. Tout a disparu sans laisser de traces. Après la chute du bloc soviétique, les incohérences sont apparues. En 1990, la presse régionale de Sverdlovsk a osé publier pour la première fois certains détails cachés de la tragédie. Des articles timides mais significatifs. La vérité, celle-là même qui avait été repoussée aux marges de l'oubli, commençait à refaire surface. Une fondation Dyatlov a ainsi été créée à Yekaterinbourg dans ce nouveau contexte, avec le soutien de l'Université technique d'État de l'Oural. Sous la direction de Yuri Kuntsevich, la fondation s'est fixée une double mission. D'une part, faire pression sur les autorités russes pour rouvrir l'enquête officielle sur l'affaire, d'autre part, maintenir vivante la mémoire des randonneurs. Le musée Dyatlov, né de cette volonté, expose aujourd'hui des documents originaux de l'expédition. Parallèlement, et grâce aux médias numériques, un nouvel élan a pris forme en 2017. Un groupe d'enthousiastes de l'affaire, parmi lesquels des chercheurs, des amateurs, des curieux, des experts et des sceptiques, ont lancé le site Dyatlov Pass. Une communauté active qui s'est étendue à Facebook et à des forums spécialisés. Là-bas, les données sont librement accessibles. Rapports médico-légaux, images prises peu avant la nuit fatidique, discussions théoriques, reconstitutions. Tout est à la portée de quiconque souhaite se plonger dans l'énigme. Grâce à tous ces efforts, de nombreuses théories sur ce qui a réellement pu se passer ont commencé à émerger. L'une des premières explications alternatives a été proposée discrètement par des scientifiques liés au ministère de la Défense. On a parlé d'infrasons, un phénomène météorologique rare qui se produit lorsque le vent souffle à grande vitesse sur le flanc de certaines montagnes. Cela peut générer une fréquence inaudible affectant le système nerveux, causant vertiges, nausées, désorientation et parfois des crises de panique. Cela a été proposé par le chercheur Donny Aker après avoir visité la région en personne et interviewé des spécialistes en physique atmosphérique. Selon cette théorie, le col de Joladziag a la forme parfaite pour produire un phénomène acoustique rare, avec des ondes de basse fréquence, inaudibles pour l'oreille humaine, mais mortelles. Si cela s'est produit cette nuit-là, les jeunes auraient pu entrer dans un état d'hystérie collective.
Au cœur du chaos, ils auraient découpé la tente de l'intérieur pour fuir sans logique, manteau ni chaussures. Mais cela, bien que suggestif, n'explique pas les fractures internes, ni la langue arrachée, ni les niveaux de radiation. Bien que la théorie de l'infrason ne soit pas très prise en compte de nos jours, certains la complètent néanmoins par une autre tout aussi curieuse. Il se trouve qu'une anomalie a été enregistrée à Jolaziag, près de l'endroit où se trouve la tente. En 1959, cette anomalie est appelée la zone de l'appendice. Certains géologues professionnels affirment qu'elle est typique du système de Plis de l'Oural et que celle-ci peut donner certaines particularités magnétiques à ses coordonnées, des particularités capables d'altérer et d'influencer le comportement humain. Est-ce que tout cela n'était que ça, des vents inhabituels dans une zone très inhabituelle? Des anomalies magnétiques ont-elles vraiment fait perdre la raison à 9 personnes? Tout le monde était-il devenu fou? C'est tout. Beaucoup reprochent à cette explication d'être trop simple. La seconde explication, qui a retenu l'attention du public, était alambiquée et sombre. L'endroit où tout s'est passé n'était pas loin des zones d'essais militaires. On dit que des missiles et des armes expérimentales y étaient utilisés. On soupçonne des explosions aériennes qui, ne laissant aucune trace visible au sol, auraient provoqué des ondes de choc capables de causer des blessures internes. Et les niveaux de radiation détectés ont-ils alimenté cette idée? Des tests d'armes chimiques, radiologiques ou de dispersion ont aussi été évoqués. Si le groupe est tombé par hasard sur un de ces essais secrets, il aurait pu être victime d'une intoxication ou d'une attaque accidentelle. Après avoir survécu, ils auraient été éliminés pour perpétuer la dissimulation. Un autre scénario possible est la lutte de pouvoir et l'utilisation illégale d'hélicoptères militaires par des officiers supérieurs. Alexandre Goulitsky a avancé cette théorie en septembre 2011. Pendant l'incident, le 21e congrès du Parti communiste se tenait à Moscou et les ministères de l'Intérieur ainsi que la Marine appliquaient un régime de service renforcé. Il était donc strictement interdit à toute équipe militaire de quitter son poste, ce qui a annulé toute formation du personnel sur le retrait du matériel militaire. De plus, ni les soldats ni les officiers ne pouvaient prendre de congé, et les commandants étaient de garde, 24 heures sur 24. Dans ce contexte, les officiers et militaires ayant des liens amicaux avec au moins un haut gradé moscovite seraient sortis de chez eux, dans la vallée de la rivière Auspila, ce qui serait confirmé par des rapports retrouvés. Selon l'auteur, ces soldats auraient enfreint les règles, ce qui les aurait poussés à faire disparaître Dyatlov et son groupe, Lisa, et tout simplement, tout cela aurait été une embuscade provoquée par des hommes qui ne voulaient pas que leur situation de privilège soit découverte. Cette théorie repose en grande partie sur le fait que certains des cadavres ont été retrouvés avec des appareils photos, qui n'étaient pas celles qu'on leur avait vues, les derniers témoins à les avoir croisés. Cela suggère qu'après les avoir tués, les militaires ont pris les appareils photos des randonneurs, de peur qu'ils ne les aient photographiés, en train d'utiliser les hélicoptères. Ensuite, ils leur auraient laissé des appareils photos différents, avec des photos plutôt ambiguës ou floues. Cette théorie te semble-t-elle digne d'un film d'espionnage? C'est parce que tu n'as pas entendu ce que propose la prochaine théorie? En réalité, certains détails étranges sur les randonneurs ont alimenté une histoire d'espionnage de la guerre froide. Parlons un peu de Semyon, le doyen, célibataire ayant rejoint le groupe à la dernière minute. Comme nous l'avons dit, c'était un vétéran avec des années d'expérience, un combattant qui avait combattu pour le commissariat du peuple aux affaires intérieures et arborait un tatouage énigmatique. Daher Mouassaya. Jusqu'à aujourd'hui, ce mot reste intraduisible dans toute langue connue, Daher Mouassaya. D'autre part, les archives de l'Institut Polytechnique de l'Oural ont révélé un détail remarquable sur Alexandre Kolebatov. Avant son transfert au département de physique technique de l'Université Polytechnique de l'Oural, il a été assistant de laboratoire à Moscou, dans une installation scientifique très secrète. Un institut atomique anonyme, appelé boîte postale 3394. De son côté, Yuri Krivoshnitchenko travaillait dans une boîte postale, la plus célèbre étant l'usine Mayak à Tcheliabinsk 40 où en 1957 s'est produit un désastre nucléaire massif, seulement dépassé en gravité par Tchernobyl. Le chercheur Alexei Rakitiné est convaincu que cette communauté particulière n'est pas née par hasard. Derrière les biographies de Solotaryov, Kolebatov et Krivoshnitchenko, on perçoit l'ombre menaçante du KGB.
Selon Rakitin, le véritable objectif de l'expédition de ski, inconnu des 7 autres membres, était de remettre des échantillons radioactifs à un groupe d'agents de la CIA et de photographier les espions. Cette dernière opération aurait été réalisée sous couvert d'une simple excursion de camping sur la montagne des morts. La rencontre était censée avoir lieu le 1er février, mais quelque chose aurait mal tourné. Et les Américains se seraient rendus compte que le trio jouait sur 2 tableaux. C'est ainsi qu'un conflit a éclaté, qui se terminerait par la torture et le massacre brutal de tout le monde. Pendant qu'ils prennent des notes et évaluent, je vous présente une autre hypothèse, celle qui repose sur le fait que les randonneurs ont en réalité été confondus avec des fugitifs ou capturés par certains. Une quantité d'expérimentation sur des humains afin de créer des armes innovantes. En Occident, par exemple, la drogue diéthylamide de l'acide lysergique était utilisée comme stimulant et ses effets ont été largement étudiés pour être utilisés comme méthode de torture. Pour éveiller des pouvoirs cachés de l'esprit ou créer des super soldats. C'est ce que dit la littérature scientifique de ces années-là à propos du diéthylamide de l'acide lysergique. Je cite, « Les effets du diéthylamide de l'acide lysergique se font sentir entre 30 et 90 minutes après l'ingestion. Les pupilles ont tendance à se dilater. La température corporelle augmente ou diminue. » De fortes doses de diéthylamide de l'acide lysergique provoquent des hallucinations. Ces sensations peuvent provoquer la panique. Une personne sous l'effet du diéthylamide de l'acide lysergique peut sortir par la fenêtre pour regarder la Terre de plus près.
Des drogues similaires ont-elles été inventées en Union des républiques socialistes soviétiques? On peut supposer que l'un des randonneurs a consommé des stimulants, ou même que quelqu'un du groupe a été invité à essayer une nouvelle drogue. Dans des conditions de terrain, nous parlons de jeunes qui cherchèrent à être les meilleurs dans leur domaine, et qui ont peut-être été tentés par quelqu'un d'essayer des drogues de laboratoire dans leur performance. Le pathologiste bien connu impliqué dans l'affaire Atrof, Édouard Toumanov, soutient la théorie selon laquelle l'exaltation a poussé les randonneurs à participer à des essais de drogue. Les observations sont basées exclusivement sur les rapports d'autopsie et principalement sur ce qui y manque. Selon les rapports d'autopsie officiels, les membres du groupe Dyatlov avaient des blessures datant d'1 ou 2 jours avant leur mort. Ce sont des abrasions et contusions typiques des blessures par objet contondant, comme un poing, une branche ou autre objet solide. Sur le visage et les mains, il y a des abrasions couvertes de contusions, avec des ecchymoses qui deviennent verdâtres. Alors, c'est vrai que le groupe s'est battu, mais ce n'était pas avec les Mansi, c'était entre eux. Dans cette théorie, le soupçon qu'il y avait entre les membres du groupe, une relation allant au-delà du cadre professionnel ou amical, prend de l'importance. Cela aurait pu susciter jalousie ou antipathie. On a également évoqué la possibilité que le groupe soit mort accidentellement intoxiqué par les fumées du réchaud allumé dans la tente. À ce stade, tout semblait possible. Mais bien sûr, au-delà de ces théories, on a aussi évoqué d'autres explications un peu plus paranormales. Le mystère du col Dyatlov ne s'est pas terminé avec les cadavres gelés, ni avec les rapports médico-légaux scellés par la bureaucratie. Bien au contraire, le véritable abîme s'ouvrait aux marges de ce qui était documenté, dans les récits oraux, dans les carnets qui n'ont pas été archivés, dans les regards nerveux de ceux qui étaient proches. Mais ils n'ont jamais voulu trop en parler. Durant la disparition du groupe, plusieurs témoins, militaires et civils, ont rapporté des phénomènes anormaux dans le ciel nocturne. Nous parlons plus précisément de lumière, de sphères de feu, d'éclairs qui ne répondaient à aucune logique astronomique ni à des explications courantes, comme des météorites ou des aurores boréales. Certains membres de l'expédition auraient réussi à les photographier. L'un des témoignages les plus troublants provient d'un groupe de randonneurs situé alors à quelques kilomètres du lieu. Ce groupe a rapporté avoir observé, entre le 1er et le 2 février, une série d'orbes lumineux flottant dans le ciel et changeant de position de manière erratique. Ce n'étaient ni des fusées éclairantes, ni des projecteurs, mais autre chose. Ils se déplaçaient silencieusement, avec une intention non explicite. Lorsque ces témoins ont appris la tragédie quelques jours plus tard, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire le lien. Des rapports déclassifiés des décennies plus tard évoquent aussi des mouvements aériens non identifiés près d'Ibdel, où se trouvaient des installations militaires restreintes. Des chercheurs ont évoqué des essais de missiles R-12 ou d'explosifs de dispersion. On mentionne aussi des mines aériennes larguées par parachute, à inclure dans notre section sur les armes secrètes. Mais un autre groupe de personnes s'est posé d'autres questions. Et si, en réalité, ces lumières étaient la preuve d'une activité ovni dans la région? Sur une photographie récupérée de la pellicule de Krivoshnitchenko, on voit une image floue, presque abstraite, un fond noir, un éclat blanc et un angle incliné. Certains pensent qu'il a essayé de capturer quelque chose qui traversait le ciel. D'autres disent que c'était un hasard, une exposition accidentelle. Mais l'image existe. Comme tout ici, cela paraît être un indice. On a aussi parlé de la jetée russe et de la possible élimination de preuves montrant un énorme cryptide des neiges. Certains disent que les traces de radiation correspondaient à des voyages précédents que les membres du groupe avaient justement fait dans des endroits présentant ces caractéristiques. Beaucoup d'établissements éducatifs avaient alors des laboratoires secrets. Quoi qu'il en soit, personne ne semblait se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Mais les questions persistaient et en 2019, l'affaire a été officiellement rouverte. Pendant plus de 60 ans, l'affaire Dyatlov a oscillé entre le mythe et les archives fermées. On en parlait dans des forums clandestins, le murmurait en discussions académiques et l'étudiait dans des universités occidentales. L'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire moderne, mais en Russie, le sujet restait officiellement gelé. En février 2019, le procureur général a soudainement annoncé la réouverture du dossier. La décision a semblé naître d'une double impulsion. L'intérêt public grandissait, nourri par des documentaires, romans, reconstitutions cinématographiques et théories du complot sur les réseaux sociaux. D'autre part, un besoin institutionnel de restaurer une certaine autorité narrative.
Si l'affaire Dyatlov était une cicatrice gênante dans l'histoire soviétique, il était peut-être temps de la guérir avec un récit officiel actualisé et contrôlé. L'équipe médico-légale a enquêté plusieurs mois et organisé de nouvelles expéditions. Des données météo, images satellites et modèles numériques du terrain ont été collectés sur les faits. Ils ont utilisé des simulateurs et consulté des experts en neige et en comportement humain en conditions extrêmes. Cela semblait être une réouverture sérieuse, méticuleuse et même ambitieuse, mais il y avait une condition. L'équipe ne retiendrait que des causes naturelles. Toute hypothèse d'activité militaire, de rencontres non conventionnelles ou de phénomènes anormaux était aussitôt écartée. C'était une enquête avec des limites claires, comme si la vérité devait, par décret, s'intégrer dans l'inexplicable. En juillet 2020, le procureur adjoint Andrei Kouriakov a tenu une conférence de presse pour présenter les conclusions officielles. Une avalanche a été la cause la plus probable de la tragédie. Selon son explication, le groupe avait creusé une plateforme sur le flanc de la montagne pour installer leur tente. Cette action, combinée à une série de conditions climatiques telles que l'accumulation de neige, une pente instable et des rafales nocturnes, aurait provoqué l'effondrement d'une plaque de neige qui est tombée sur la tente. La panique, alors, aurait-elle fait le reste? Les randonneurs ont découpé la tente de l'intérieur, ont fui à moitié nus vers la forêt et, dans leur tentative de survie, sont morts d'hypothermie ou des blessures subies pendant leur fuite. Tout semblait s'emboîter. C'était un scénario logique et clair. Trop clair. Tellement clair que c'en était suspect. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Pour les familles des victimes, la conclusion a été une déception. Pour les enquêteurs indépendants, c'était un maquillage technique. Et pour l'opinion publique, c'est une preuve de plus que l'affaire Dyatlov n'est ni enquêtée ni analysée, mais simplement gérée en fonction de certains intérêts cachés. Les principaux points critiques n'ont pas été clairement réfutés. Analysons le premier point, la tente. Malgré la supposée avalanche, elle restait en grande partie debout. Deuxièmement, les traces retrouvées ne montraient aucun signe de traînée. Troisièmement, les fractures internes signalées étaient incompatibles avec une avalanche. Quatrièmement, la radiation restait inexpliquée. De plus, aucune avalanche n'a été signalée dans ce secteur du Yolaxiag, ni avant ni après 1959. Pourtant, cette version fut jugée définitive. La justice russe a clos l'affaire, et l'État, du moins publiquement, a poussé un soupir de soulagement. Pour beaucoup, la réouverture de l'affaire n'était pas une quête de vérité, mais plutôt une stratégie de contrôle. Une tentative claire de recadrer le mystère dans les limites du tolérable. Si tel était vraiment le cas, les autorités ont échoué de façon retentissante. Les gens ne voulaient plus de mensonges. Plus de cohabitation et conclusion. Le 12 avril 2018, à la demande des proches, le corps de Semyon Solotaryov a été exhumé du cimetière d'Ivaznekoye, à Ekaterinbourg, pour son identification. La superposition faite par un expert a révélé une correspondance parfaite. Était-ce lui? Cependant, quelques mois plus tard, les premiers résultats du test acide désoxyribonucléique diffusé par la première chaîne de Russie ont exclu tout lien de parenté entre la personne reposant dans la tombe de Solotaryov et son arbre généalogique supposé. Le scandale fut total mais opportun. Un troisième test a démontré que l'acide désoxyribonucléique de la personne enterrée sous le nom de Solotaryov correspondait à celui de sa nièce. Pour les théoriciens du complot, ce fait n'écarte pas la version des enquêteurs, qui soupçonnent que Semyon n'est pas l'homme enterré, mais que dans sa tombe se trouverait son frère Nikolai. Selon des documents d'archives, Nikolai Solotaryov a collaboré avec les Allemands et a disparu sans laisser de traces pendant la guerre. Par conséquent, nous ne pouvons pas encore considérer cette enquête comme terminée. Qu'est-ce que cela signifierait, de toute façon? Qu'on a utilisé des corps fictifs pour dissimuler la vérité? Pourquoi? Pourquoi ferait-il disparaître le corps d'une prétendue victime d'une avalanche? Ceux ayant participé à la recherche des randonneurs ont fait preuve d'empressement, mais leur récit était incohérent dès le début. Nombre d'entre eux ont été réduits au silence, mais les témoignages évoquent parfois des détails contradictoires selon les personnes. Comme si chacun des sauveteurs avait été témoin d'une scène différente. Peut-être cela est-il dû au traumatisme du moment, peut-être que voir les cadavres a altéré leur perception des faits. Cela ne semble-t-il pas logique? Le 15 mars 2019, la chaîne 1 de Russie a diffusé une émission sur l'expédition du col Dyatlov, avec la participation de journalistes, de représentants du parquet et d'experts.
Le scandale a éclaté lorsqu'une photo d'archives montrant un corps gelé qui ne correspond à aucun membre connu du groupe d'Igor a été montrée pour la première fois. Cela a alimenté une idée qui a gagné du terrain ces dernières années. Il y aurait eu plus de corps retrouvés au col. Dyatlov, Mansis, militaire, extraterrestre, nous ne savons pas. Ce qui semble être une constante, c'est que le mystère s'approfondit d'année en année. Atteindrons-nous un jour son noyau, ou est-il finalement devenu le mystère parfait? Celui qui ne peut rester que non résolu et qui nous montre que parfois l'incertitude est la seule certitude. Que ne dit pas le col Dyatlov sur notre présent? Qu'en est-il du récit des grandes puissances aujourd'hui? Ne cache-t-on pas chaque jour la mort de certains, tandis qu'on accorde une attention particulière à la mort d'autres? Est-ce cela le col Dyatlov? N'est-ce qu'une métaphore de notre existence dans ce monde chaotique? Qu'en pensez-vous? Est-ce pour cela que cette affaire nous fascine toujours? Car ce qui le rend plus percutant, sa véritable force, inconnue et inégalable, ce n'est pas l'absence de réponse, mais la confirmation qui en découle. Une confirmation qui nous donne la chair de poule. La réalité est toujours bien plus complexe que ce que nous pensons et nous ne saurons jamais vraiment tout ce qui se passe autour d'elle. L'époque où l'on s'intéresse à la mort des autres, c'est ça le col Dyatlov? S'agit-il simplement d'une métaphore de notre existence dans ce monde chaotique? Qu'en pensez-vous? Quel est à votre verdict? C'est sans doute pourquoi cette affaire nous fascine encore. Parce que ce qui le rend plus frappant, sa véritable force inconnue et insurmontable, ce n'est pas l'absence de réponse, mais la confirmation qui en découle. Une confirmation qui nous donne la chair de poule. La réalité est toujours bien plus complexe que ce que nous pensons et nous ne saurons jamais vraiment tout ce qui se passe autour d'elle.